Bonjour mesdames et bonjour messieurs et bienvenue à ce rendez-vous du journal en français, le journal que vous pouvez également consulter sur le compte de la télé Renaissance de YouTube. Et le titre de ce journal est pour commencer, des combattants sont recrutés à partir du Burundi vers la RDC pour attaquer le Rwanda voisin, selon le rapport des experts sur le Congo. Parmi ceux-ci, des Rwandais en association avec d'autres mouvements des Banyamulenge de la RDC. Pour Charles Nditije, c'est parti. Kourouziza passe à la vitesse supérieure à régionaliser la question burundaise avec sa connotation ethnique, vous l'entendrez dans ce journal. Puis une manipulation ou un simple chantage, les organisations des femmes proches du CNDD-FDD emboîtent le pas à Pierre Nkurunziza. Pas question nulle part au monde, le pouvoir ne négocie avec les putschistes. Mesdames et messieurs, je vous souhaite le bienvenu. Je vous le disais dans les titres, le Burundi est cité comme base arrière des groupes armés composés de combattants étrangers, la plupart d'origine rwandaise et des Banyamulenge, congolais dans les hauts plateaux des territoires de Fizi et d'Uvira dans le sud Kivu pour attaquer le Rwanda. Dans une lettre du 18 décembre 2018 adressée au président du Conseil de sécurité par le groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, plusieurs anciens combattants interrogés par le groupe ont affirmé que ces groupes armés recevaient des fournitures, notamment des armes, des munitions, des médicaments, des bottes et des uniformes du Burundi. Les précisions avec Bertrand Ngendakouli. Plusieurs ex-combattants ont fourni au groupe d'experts onusiens des témoignages concordants au sujet d'un réseau de recrutement dirigé depuis Bujumbura, un réseau qui permettait de recruter dans plusieurs pays africains, souvent par l'intermédiaire des facilitateurs basés à l'Est, au centre et au sud de l'Afrique, l'Afrique australe et l'Europe occidentale, jusqu'à Bijabo, dans le territoire de Fizi. Les stratégies de recrutement variaient d'appels téléphoniques et de réunions en face à face sur les réseaux sociaux. Selon tous les anciens combattants interrogés par ce groupe d'experts, le principal recruteur était un homme appelé Rachid, également connu sous le nom de Sandey Charles. Il aurait été le principal lien de communication entre les recruteurs, les recrues et les commandants sur le terrain, en particulier Nyamusalaba, basé à Bijabo. Selon le rapport présenté par ce groupe d'experts, le prénommé Rachid a pris en charge les frais de voyage des recrues étrangères venues d'autres pays pour se rendre à son domicile à Bujumbura. Une fois à la maison, les recrues ont été priés de remettre tous leurs effets personnels, y compris les cartes d'identité, l'argent et les téléphones mobiles, et de se préparer à se rendre en République démocratique du Congo. Le groupe a estimé qu'en septembre 2018, le mouvement comptait environ 400 hommes armés et entraînés et qui sont principalement d'origine rwandaise et Banyamulenge. Plusieurs anciens combattants interrogés ont expliqué que les formateurs parlaient le Kinyarwanda et se sont décrits comme des anciens militaires rwandais. Les entraîneurs disaient aux recrues que le chef de leur mouvement était Kayumba Nyamwasa. Selon plusieurs ex-combattants, un certain Nyamusalaba était connu pour accueillir toutes les nouvelles recrues et aurait eu de fréquents contacts téléphoniques avec des sources extérieures à la République démocratique du Congo, notamment au Burundi. Nyamusalaba informait personnellement ses recrues que le but de ce groupe nommé P5 était de libérer le Rwanda. Par ailleurs, plusieurs anciens combattants interrogés par le groupe d'experts ont déclaré que P5 avait reçu des fournitures, notamment des armes et des munitions, des médicaments, des bottes et des uniformes du Burundi. Les ex-combattants ont toujours dit que Rachid, le principal recruteur, était également chargé de fournir les fournitures qui étaient souvent livrées dans les mêmes pirogues que les recrues du Burundi vers la République démocratique du Congo. La plupart d'entre eux ont décrit des livraisons presque mensuelles de médicaments et de nourriture et qu'au moins une fois, Rachid avait effectué le voyage du Burundi à Bijabo au début de 2018 pour s'assurer que les fournitures étaient livrées intactes. 12 anciens combattants ont informé le groupe qu'en février, avril et juin 2018, différentes quantités d'armes et de munitions avaient été livrées aux combattants P5 en République démocratique du Congo.
En effet, 3 ex-combattants ont déclaré avoir reçu 8 fusils d'assaut de type Kalachnikov en février 2018 et avoir également reçu 18 nouveaux combattants du Burundi. Des autres ex-combattants ont déclaré avoir reçu 3 mitrailleuses et 15 grenades, une roquette en avril 2018. L'un des ex-combattants a expliqué qu'un autre lot d'armes et de munitions avait été livré près d'Orusenda en provenance du lac Tanganyika. La cargaison comprenait 3 mitrailleuses PK, 2 lance-grenades, le reste étant des fusils de type Kalachnikov. Ces munitions sont arrivées dans des boîtes et des sacs et étaient bien emballées. 3 anciens combattants ont déclaré également qu'un autre lot d'armes avait été livré en juin 2018, comprenant 9 mitrailleuses, 100 grenades, 43 fusils de type Kalachnikov, 8 lance-grenades et une trentaine de boîtes de munitions. Les armes ont été apportées du Burundi en République démocratique du Congo via la province de Rumongue. Merci à Bertrand Ngendakurio. Le contenu de ce rapport des experts onisiens vient dévoiler le plan de Pierre Nkurunziza de vouloir transformer le conflit burundais en un conflit régional avec une connotation ethnique. Propos de Charles Nditije, président du parti Iprona non reconnu par le pouvoir de Bujumbura. Il indique que cela risque d'embraser toute la région. On l'écoute. Et vous savez que depuis que M. Nkurunziza a violé l'accord d'Arusha et la constitution qui en est ici, un brigand en 3e mandat, le pays a sombré dans une crise multidimensionnelle, de telle sorte que la solution qui était attendue via les négociations n'a pas pu aboutir. Alors, pour essayer de montrer que le conflit n'est pas burundais, il essaye de trouver des boucs émissaires, il essaye de provoquer le Rwanda en disant qu'il y a un conflit entre le Rwanda et le Burundi. C'est que d'aucuns constatent que c'est tout à fait faux. Alors, par rapport à ce rapport, on constate que M. Nkurunziza a saisi l'occasion pour dire, bon voilà, comme il y a des FDLR et d'autres mouvements, des forces négatives qui veulent attaquer le Rwanda, je vais en profiter pour les ravitailler parce que le monsieur Rachid dont on parle, il semble qu'il a une maison, il a la logistique, les moyens de transport qui sont fournis par Bujumbura pour précisément provoquer le Rwanda et montrer qu'il y a un problème entre le Rwanda et le Burundi. Une façon de nier que le problème, le conflit d'abord burundo-burundais et que M. Nkurunziza est dans l'isolement total. Il a refusé les négociations sous la conduite de l'East African Community qui devait trouver une solution durable et maintenant il essaye donc de montrer aux Burundais que c'est un conflit avec le Rwanda, et ce que les Burundais ne croient pas du tout. Donc il essaye en fait de montrer qu'au Burundi ça va, mais que le problème vient de l'extérieur. Donc une façon de nier le conflit qu'il a provoqué, qui a mis le Burundi à genoux. Tous les signaux sont au rouge sur le plan économique, c'est l'isolement total. Donc il essaye aussi de jouer, comme vous le savez, sur l'accord technique. Il essaie de dire que le conflit n'est pas politique, mais plutôt qu'il est ethnique. C'était Charles Nditije, il est président du parti Iprona non reconnu par le pouvoir de Bujumbura. Il a été joint par téléphone. Certaines organisations de la société civile œuvrant au Burundi, certaines instrumentalisées, c'est en tout cas ce que laissait croire de communiqués sortis par le Forum des femmes et Women in Action for Peace, WAP. Les deux textes semblent en effet avoir été écrits par une même personne et autres signes éloquents. Les deux organisations ont rendu public les communiqués respectifs pratiquement en même temps en s'attaquant à la même personne de Yoweri Museveni et surtout textuellement dans les mêmes termes. Un constat pour le moins confondant. Jugez-vous même ces textes. Le Forum national des femmes a été très étonné, très surpris et choqué par ce qui suit. Premièrement, le contenu de ces correspondances échangées par les deux hautes autorités ont été portés à la connaissance de tout le monde en un laps de temps, ce qui ne devrait pas se faire. WAP Burundi déplore la manière dont les affaires diplomatiques et délicates entre nos deux États sont conduites et facilement divulguées au public alors que les affaires entre les États sont normalement traitées en toute confidentialité. Deuxièmement,
Dans sa correspondance, son Excellence Yoweri Kaguta Museveni s'est exprimé avec beaucoup de colère, avec manifestation de son côté penchant, ce qui pourrait le dépouiller ou diluer sa qualité de médiateur. Pour une personne se disant connaître l'histoire du Burundi et de la région, Waburundi trouve que les propos formulés par son Excellence Yoweri Kaguta Museveni dans sa correspondance contiennent des imprécisions sur l'histoire du Burundi ainsi que des prises de position risquant de porter préjudice à sa qualité de médiateur. Troisièmement, son Excellence Yoweri Kaguta Museveni, dans sa correspondance, a parlé d'insécurité au Burundi. Le Forum national des femmes s'inscrit en faux contre cette affirmation gratuite et non fondée. Le Forum porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que notre pays, le Burundi, est en paix. En témoignent les grands événements nationaux, régionaux, voire même internationaux qui s'y organisent et se déroulent en toute tranquillité avec des participants de marque. Son Excellence Yoweri Kaguta Museveni semble dire dans sa correspondance qu'il n'y a pas de paix au Burundi. Nous, femmes et mères regroupées au sein de Waburundi, sommes témoins de la paix et de la stabilité qui règnent dans notre pays. La preuve en est que le Burundi ne cesse d'abriter des rencontres de haut niveau rassemblant des participants venus des 4 coins du monde. Dans ce même communiqué, les deux organisations, WAP et Forum des femmes, s'insurgent contre l'appel de Yoweri Museveni au pouvoir burundais de dialoguer avec ceux que ce dernier qualifie de putschistes. Encore une fois, écoutez. Dans sa correspondance, le président ougandais a pris le courage de demander au gouvernement burundais de s'asseoir et dialoguer avec les putschistes de 2015, chose qui ne s'est jamais fait dans l'histoire du monde. C'est à notre pays, le Burundi, qu'on exige ce qui ne se fait nulle part ailleurs. Par contre, en tant que médiateur, le président ougandais devrait contribuer efficacement à rétablir la paix dans la région en général et au Burundi en particulier, en aidant le Burundi à traduire ces fauteurs de troubles devant les juridictions compétentes. Dans sa correspondance au président burundais, le président en exercice de la communauté est-africaine demande aux autorités burundaises de dialoguer avec les putschistes. WAP Burundi est étonné que des putschistes qui, sous d'autres cieux, sont punis d'une façon exemplaire, semblent jouir d'un soutien sans faille de certains pays de la région si l'on s'en tient à la dite correspondance. WAP Burundi salue les efforts de la justice burundaise dans la lutte contre l'impunité en poursuivant en justice les présumés assassins de son Excellence Melchior Ndadaye, premier président démocratiquement élu, et ses compagnons de lutte. Dans cette lancée, elle demande à la communauté est-africaine de soutenir ses efforts en livrant les présumés assassins et putschistes se trouvant sur leur territoire afin qu'ils répondent de leurs actes. Nous poursuivons notre journal. C'est impensable que le régime Nkurunziza exige des contributions aux élèves pour les élections de 2020. De sa vive voix, Pierre Nkurunziza le dit clairement, 1000 francs est une somme facile à trouver. Emmanuel Ndereyimana, membre du parti IPD et secrétaire, rappelle que même ceux qui demandent de l'argent à ses enfants savent bien qu'ils ne font pas un travail rémunéré pour pouvoir contribuer aux élections. Écoutez. Est-ce que vous pouvez me dire, dans ce monde que nous vivons, vous avez été à l'école, nous tous, on a été petits à l'école. Quand est-ce que le pouvoir en place nous a demandé de financer un projet quelconque, étant à l'école primaire, même au secondaire? Les élèves n'ont pas de boulot, les élèves ne cultivent pas, les élèves n'ont pas quoi que ce soit pour produire quoi que ce soit. Alors tu demandes l'argent à quelqu'un qui n'en a pas. C'est pour arriver à quoi? Moi, je me dis qu'il a souvent sa manie de blaguer, mais là, il exagère vraiment. Vous savez, bon,
vous savez, il y a 2 ou 3 jours, ils ont annoncé qu'ils vont vendre les maisons des opposants. Tout ça. Peut-être c'est pour compléter l'argent qu'ils ne trouvent pas chez les élèves, chez les enfants. Hein? J'ai appris qu'ils sont même en train de saccager, récupérer les biens de certains dignitaires qui ont fui le pays. C'est pour quoi faire? C'est pour aller vendre, chercher un peu d'argent. Donc ils cherchent l'argent où ça n'existait pas. Un jour, ça va retourner contre eux. Donc, Nkurunziza nous racontait des histoires comme quoi les enfants peuvent financer un projet colossal tel que les élections. Imagine ça. Qui peut oser demander aux enfants de financer les élections dans ce monde? Les enfants ont quelle source de production? Rien. Alors je me dis qu'à un moment donné, même lui le sait, je pense que c'est sa façon d'humour, de blaguer, ainsi de suite. Mais comme les taux se resserrent autour de son pouvoir, et comme sa femme vient de le dire que bientôt il y aura changement, moi je ne fais que saluer cette brave dame. Aujourd'hui je l'appelle brave parce qu'elle vient de nous donner vraiment un chemin clair vers la libération de ce peuple et de ce pays, le Burundi. Et enfin, avant de clore ce journal, en République démocratique du Congo, la publication des résultats provisoires des élections qui est prévue le 6 janvier pourrait être reportée. Corneille Nangaa, le président de la commission électorale, a indiqué ce matin à l'agence France Presse qu'il est dans l'incapacité de respecter l'obligation qu'avait la CENI de devoir prononcer les résultats une semaine après le vote. Selon le président de la CENI, les choses prennent plus de temps que prévu. Il explique aussi qu'il pensait initialement pouvoir transmettre les résultats à partir des machines à voter afin de les publier plus rapidement. Mais personne, dit-il, n'a voulu de cette procédure. La collecte manuelle des procès-verbaux est lente sur un territoire immense dépourvu d'infrastructures. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal et merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.